Que se passe-t-il en ce moment avec la guerre au Moyen-Orient? Les dernières nouvelles, c'est que, dans quelques heures, J.D. Vance, accompagné de Jared Kushner et Steve Witkoff, vont atterrir au Pakistan. Ils vont être sur place. Jusqu'ici, du côté iranien, on a entendu dire qu'ils n'avaient pas encore décidé d'y aller. Oui, et l'une des principales raisons, c'est l'attaque contre ce navire commercial battant pavillon iranien. Biden et d'autres affirment que cette attaque viole le cessez-le-feu. Hier, les Iraniens ont déclaré qu'ils allaient répondre. Je ne sais pas encore quelle forme prendra leur réponse. Quelle est, selon vous, la situation actuelle? Eh bien, encore une fois, il n'y a aucune base pour des négociations compte tenu des déclarations de Trump vendredi. Rappelez-vous, quand Trump a annoncé le blocus, c'était un acte agressif contre l'Iran. Au début, ce n'était que des mots. Mais ensuite, le ciblage de ce cargo qui venait de Chine, ça, c'est un acte de guerre, tout simplement. Je sais qu'il y a eu des négociations en coulisses entre l'Iran, le Pakistan et les États-Unis. On m'a dit vendredi qu'ils avaient, grâce aux efforts de J.D. Vance, conclu un accord avec l'Iran, un accord qui acceptait les conditions préalables de Téhéran. Ils allaient de l'avant, et puis Trump a tout saboté. Il a tout fait exploser. Et puis en plus de ça, quand il a ajouté le blocus, eh bien, du point de vue de l'Iran, franchement, de quoi veut-on encore discuter? Les États-Unis continuent d'être l'agresseur dans cette histoire. Donc, je m'attends à ce qu'ils attaquent un navire américain. Et à mon avis, il faudra peut-être quelque chose d'aussi grave que le naufrage d'un navire américain pour que les États-Unis se réveillent et comprennent qu'on ne peut pas continuer sur cette voie. On mène ce que j'appelle des guerres sans coût. On subit très, très peu de pertes, ou alors ils font un bon travail pour cacher les pertes là-bas, tout en infligeant des souffrances à d'autres peuples, en espérant que notre attitude de brute les fera se soumettre comme un chien. Mais l'Iran, lui, ne joue pas ce jeu-là. On dirait que le Pakistan fait tout son possible pour dialoguer avec l'administration Trump. Donald Trump lui-même, d'après les sources pakistanaises, envisagerait de lever le blocus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Larry? Parce que l'idée même d'attaquer un navire commercial iranien, qu'est-ce que ça signifie? En quoi ça donnerait un avantage aux États-Unis ou du poids à leur position dans les négociations? Eh bien, ils voient ça comme une partie du plan. Pour eux, il suffit de faire s'effondrer l'économie iranienne et ça forcera les Iraniens à se rendre. Mais vous savez, c'est une erreur. C'est basé sur de fausses hypothèses. Pourtant, c'est leur logique. Ils se disent « bloquons-les », sans avoir tiré la moindre leçon du passé. Franchement, bon sang, on a imposé un blocus à Cuba depuis 66 ans et ça n'a pas donné de bons résultats. Le peuple cubain a souffert, oui, mais ça ne les a pas poussés à changer de gouvernement, ni à se soumettre aux États-Unis. Et dans le cas de l'Iran, la situation est très différente. L'Iran a bien plus d'options. Ce n'est pas une île. C'est une chose d'encercler un pays insulaire et de le bloquer, mais c'en est une autre quand un pays comme l'Iran a des frontières ouvertes au nord et à l'est. Ils peuvent obtenir tout ce dont ils ont besoin par voie terrestre. Ils n'ont pas à se soucier du transport maritime. Je pense que, vu la nature des sujets sur lesquels les États-Unis et l'Iran essaient de négocier, et j'y reviendrai dans un instant, tout le concept du cessez-le-feu repose sur cette guerre. Les États-Unis, en tout cas, voulaient mettre fin à cette guerre d'usure. Mais le nouveau jeu qu'ils ont lancé, c'est en quelque sorte une autre guerre d'usure. Et dès que le cessez-le-feu prendra fin, ils ne pourront plus rester aussi près des côtes iraniennes. Eh bien, pas seulement ça.
il y a aussi un autre facteur qui va entrer en jeu ici, la météo. Et vous savez, le professeur Morandi en a parlé. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce que c'est que d'être, disons, au Qatar au mois de mai, mais c'est comme être dans un vrai four à pizza. Ce n'est pas aussi extrême qu'au Qatar, mais dans le sud-ouest de l'Iran, on a le même genre de climat. Les températures peuvent dépasser 50-60 degrés, quelque chose comme ça. Oui, en Celsius. Celsius. Je comprends en Celsius parce qu'en Fahrenheit, ça fait genre 120 degrés. Oui, et ça, c'est juste au mois de mai. Franchement, j'en revenais pas de la chaleur. Et en plus, il y a les tempêtes de sable qui arrivent. Ça, c'est encore une autre dimension. Donc les États-Unis, s'ils veulent faire quelque chose sur le terrain, disons, lancer des opérations au sol, ils ont une fenêtre assez courte pour le faire. Il faut que ce soit dans les 3 prochaines semaines. Après, ils vont devoir affronter de vrais problèmes météo. Et la chaleur, les gens pensent que ça touche seulement les soldats. Non, ça affecte aussi les avions. Les problèmes de maintenance augmentent. Du coup, ça oblige les États-Unis à déplacer leurs opérations aériennes, par exemple depuis Chypre, la Jordanie ou Israël. Et ça use beaucoup plus les machines. Et ces machines, elles finissent par tomber en panne. Oui. Alors, vous savez, vous avez mentionné la question de la météo. J'imagine que si Donald Trump annonçait, dans ses nouveaux messages sur Truth Social, qu'il allait s'en prendre au réseau électrique, au pont, à tout ça, et que la réponse de l'Iran serait d'attaquer le même type d'infrastructure dans d'autres pays. Comme vous l'avez dit, le facteur météo joue un rôle énorme et pose un vrai problème pour la région. Alors, comment tout cela va-t-il mettre la pression sur les différentes parties, sur tous ceux qui participent aux négociations, aux discussions? Bon, partons de l'hypothèse que l'Iran réussisse à couper l'électricité pour la majorité de la population et des villes aux Émirats arabes unis ou en Arabie saoudite. Les gens seraient obligés d'abandonner ces villes. Il ferait tout simplement trop chaud pour y vivre. Bien sûr, il y aurait quelques générateurs ici et là, mais dans l'ensemble, ce ne serait plus habitable. Alors forcément, à ce moment-là, le déplacement des populations créerait une vraie pression politique. Parce que, encore une fois, leur argument vis-à-vis des États-Unis, c'est « vous aviez promis de nous protéger. Et au lieu de nous protéger, vous nous avez rendus vulnérables. Vous avez fait de nous une cible. » Évidemment, ces pays se sont aussi rendus eux-mêmes vulnérables en coopérant avec l'Occident et en autorisant des opérations militaires depuis leur territoire. L'Iran, de son point de vue, estime avoir parfaitement le droit de les punir pour ça. Je pense que le problème, c'est que je t'avais dit qu'il serait important de parler de ces questions à somme nulle quand on parle du détroit d'Ormuz. Il n'y a aucune coopération entre l'Iran et les États-Unis sur ce sujet. Non, c'est vrai. Ils n'accepteront rien de ce genre. Alors qu'est-ce que Trump essaie vraiment d'obtenir dans le dossier du détroit d'Ormuz? Eh bien, lui, il veut que ce soit ouvert. C'est très simple, et il veut que l'Iran arrête d'exercer son contrôle. J'ai entendu, vous savez, il y a eu d'autres, disons, entre guillemets, des analystes. Vous voyez ce professeur Jiang, vous l'avez vu courir partout? Il est partout. Et je l'écoute et franchement, je ne comprends pas. Il n'y a pas vraiment de fond, rien de solide. Mais bon, on l'invite et il disait, oui, il pourrait bloquer le détroit de Malacca. D'accord? Mais comprenons pourquoi l'Iran est aujourd'hui capable de bloquer le détroit. L'Iran n'a pas besoin d'une marine en eau profonde, d'une flotte océanique, n'est-ce pas? Iran doesn't need a deep water, blue water navy. It has drones and missiles
Il y a des drones et des missiles positionnés à l'intérieur du pays à une telle profondeur que ce n'est pas simple pour les États-Unis d'envoyer des bombardiers ou de lancer des missiles pour détruire ces sites. Le relief du terrain donne à l'Iran une réelle capacité à contrôler ce détroit. Et en plus de ça, il dispose de drones maritimes, de drones sous-marins, de drones de surface, de drones aériens aussi. Mais ce n'est pas ça qui lui donne le pouvoir de contrôler le détroit. Son pouvoir, c'est plutôt, si vous n'avez pas notre autorisation, si vous ne vous coordonnez pas avec nous à l'avance, on coule votre navire. C'est aussi simple que ça. Eh bien ça, vous ne pouvez pas le faire dans le détroit de Malacca. Dans le détroit de Malacca, il n'y a pas de force militaire, pas de missiles, pas une série de missiles, ni de drones à l'intérieur des terres. La mission militaire, si on disait par exemple, bon, on débarque, on entre et on prend le contrôle de cette partie de l'Iran pour qu'ils ne puissent plus tirer leurs missiles, eh bien, ce serait la seule façon de garantir qu'il n'y ait plus d'interférence dans le détroit. Mais le problème, c'est qu'il faudrait 1 million, peut-être 2 millions d'hommes pour faire ça. Et puis, réussir à les faire débarquer sans qu'ils se fassent tuer. Bonne chance. C'est pour ça que je dis que ceux qui essayent de faire des parallèles avec le détroit de Bering ou celui de Malacca, c'est complètement idiot. Franchement, c'est stupide. Mais bon, ils s'en sortent et ils en parlent comme s'ils savaient de quoi ils parlent. Oui, le deuxième point, Larry, qui est un jeu à somme nulle, c'est l'enrichissement de l'uranium sur le sol iranien. Exactement. Je pense que personne en Iran ne peut négocier là-dessus. C'est impossible. Impossible. Ça n'arrivera pas si Donald Trump décide d'aller dans cette direction, parce que ça n'a aucun sens. Pendant si longtemps, l'Iran a tout sacrifié. Larry, l'économie, les gens impliqués dans ce programme, pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Et maintenant, tout est national, tout est produit sur place, quand on parle du programme nucléaire iranien. Et soudain, Donald Trump veut effacer tout ça de la scène. Est-ce que Donald Trump peut comprendre que c'est tout simplement impossible? Non, enfin, dans l'état mental actuel de Donald Trump, non, il ne peut pas comprendre ça. Toute cette histoire du nucléaire, c'est juste un leurre. Ce n'est pas... Imaginons qu'à aucun moment, l'Iran n'ait eu de programme nucléaire. Vous pensez vraiment que les États-Unis diraient aujourd'hui « Bon, très bien, vivons en paix, entendons-nous avec l'Iran ». Bien sûr que non. Ce qui nous rend fous, c'est la République islamique elle-même. Vous savez, on a créé en Occident toute une mythologie autour de la charia, des règles islamiques strictes, des femmes battues dans la rue si elles ne portent pas le hijab, ce genre d'absurdité. Donc la question nucléaire, c'est juste un prétexte, rien d'autre. Le but, c'est de détruire le régime. Le changement de régime, c'est l'objectif final, détruire la République islamique. Les États-Unis ne supportent pas que le peuple iranien se soit soulevé lors d'une révolution populaire dans les années 70, en 1979, et qu'il ait renversé le Shah, un dirigeant que nous, les États-Unis, avions installé à la suite d'un coup d'État de la CIA, orchestré par Kermit Roosevelt, le fils de Teddy Roosevelt, si je ne me trompe pas. Alors on ne peut pas tolérer ça. Il faut qu'on garde le contrôle. Comment les Iraniens osent-ils affirmer leur propre indépendance? Et le fait qu'ils aient choisi d'être une république islamique, c'était leur décision. Ce n'est pas quelque chose qu'on leur a imposé de l'extérieur. Je vois d'ailleurs certains parallèles avec la Révolution américaine de 1776. Là aussi, il s'agissait de se libérer d'un empire colonial et de devenir un État indépendant de ce colonisateur. Au fond, c'est ça qui met l'Occident en colère, le fait que l'Iran ose être indépendant. Parce que vous savez, ce n'est pas une créature ni une création de la Chine, de la Russie ou d'extraterrestres. C'est quelque chose de profondément enraciné en Iran. Et même si, bien sûr, l'Occident n'aime pas forcément ça, c'est la réalité.
Et je pense qu'il faut qu'on apprenne tous à l'accepter. may not like that. That's the reality, and I think we all learn to accept that. Larry, voilà ce que CNN vient de rapporter. Les correspondants à la Maison-Blanche disent que J.D. Vance et la délégation américaine ne sont pas encore partis de Washington pour Islamabad. C'est contraire à ce qu'a dit Donald Trump. Lui, il a affirmé qu'ils étaient en route et qu'ils arriveraient dans quelques heures. Et tu vois, c'est incroyable, Larry, parce que Donald Trump, hier, oui, c'était hier, il avait dit que J.D. Vance n'irait pas à cause des problèmes de sécurité. Tu te souviens, on avait déjà entendu la même histoire avant la première série de négociations. Il a répété ça. Puis, un peu plus tard, on a appris par Caroline Leavitt qu'elle disait qu'il allait bien y aller, qu'il allait diriger la délégation. Donc, clairement, il se passe quelque chose au sein de l'administration. Il ne faut pas sortir en public, sans parler à personne, et commencer à avancer ce genre d'arguments. Oui, on devrait mettre à jour la chanson de George M. Cohan. Là-bas, là-bas, J.D. Vance, le voilà là-bas. Désolé, c'est absurde. Sorry. This is absurd. Trump is trying. A lot of this is just manipulation of. Trump essaie, tu sais, tout ça. C'est surtout de la manipulation du marché. Et ça continue encore aujourd'hui. Franchement, j'en reviens pas de voir ces gens de Wall Street tomber dans ce délire du genre. Ah, la paix est proche, où les Iraniens vont se rendre d'une minute à l'autre. Non, pas du tout. Breaking news, Trump est coincé. Il cherche une porte de sortie, mais il ne veut pas admettre qu'il s'est trompé, et qu'il s'est trompé depuis le début. Pourtant, ce sera la seule issue possible. Moi, je ne vois pas l'Iran bouger, et je conseillerais à l'Iran de ne rien faire pour aider Donald Trump à sauver la face, qu'il se débrouille. C'est lui qui a provoqué tout ça, sans aucune autre raison. Les visages de ces 168 petites filles assassinées le 28 février, ça devrait brûler à jamais dans le cœur et dans l'esprit du peuple iranien. Les États-Unis doivent payer pour ça. Et ça veut dire aucune concession aux États-Unis là-dessus. Ils ont tué ces enfants. Et c'est les États-Unis. Peu importe. On ne peut pas, à mon avis, faire confiance aux États-Unis pour conclure un accord qui garantirait la sécurité de l'Iran, à moins d'éliminer toutes les troupes américaines présentes dans les pays du Golfe. Vous savez, quand vous parlez du plan en 10 points, eh bien, c'est l'une des revendications. Obtenir des garanties de sécurité. Et ce n'est pas forcément lié à la présence militaire. Mais une fois que vous supprimez les bases américaines, vous rendez alors impossible pour les États-Unis d'attaquer l'Iran, sauf s'il recommence à se déployer sur ses bases. Donc ça donne à l'Iran un certain avertissement. D'accord, quelque chose se prépare. Ils viennent vers nous. Il y a eu un appel téléphonique, Larry, il y a quelques instants, entre le ministre iranien des Affaires étrangères et celui du Pakistan. Et comme je te l'ai dit, ils essayent vraiment de faire tout leur possible pour convaincre l'Iran d'aller à Islamabad. Et Donald Trump, voilà ce qu'il vient de dire, que si le cessez-le-feu prend fin, beaucoup de bombes tomberont sur l'Iran. Donc, on revient littéralement à la guerre. Oui. Et je ne sais pas ce qu'ils ont d'autre en ce moment, parce qu'on a appris qu'un nouveau porte-avions se dirige vers le Moyen-Orient. Le Gerald Ford repart. On a vu ça dans les infos. Je ne sais pas où il en est exactement maintenant. Apparemment, il serait quelque part en mer Rouge, ce qui m'a surpris. Parce que si j'étais à leur place, je filerais de là aussi vite que possible. Parce que quand la situation va s'enflammer, et elle va s'enflammer à nouveau, ce n'est pas une question de si, mais de quand. Les Houthis ont juré qu'ils viseraient le Gerald Ford. Il faudra sans doute une véritable catastrophe, comme le naufrage d'un des porte-avions ou même d'un destroyer et la mort de marins américains, pour que, enfin,
les autres dirigeants politiques aux États-Unis se réveillent et disent à Trump, « Tu dois arrêter ça maintenant. Tu ne peux pas continuer comme ça. » Parce que la dernière chose que les États-Unis peuvent se permettre, c'est de se retrouver empêtrés dans une nouvelle guerre à l'étranger. Une guerre qui durerait des mois, voire des années. Hier, Donald Trump a salué Israël pour ce qu'ils font afin d'aider les États-Unis. Mais voyez-vous le moindre signe qu'Israël agit vraiment dans ce sens? On a plutôt l'impression qu'ils sont tellement concentrés sur la situation à la frontière libanaise qu'ils ne sont pas vraiment impliqués dans cette guerre contre l'Iran. Non, écoutez, ils sont trop occupés à détruire des statues de Jésus. Ils passent encore leur temps à s'en prendre aux symboles chrétiens, aux symboles islamiques. Franchement, c'est écœurant. C'est une culture méprisable. Et la bonne nouvelle, c'est que ça commence à provoquer de l'indignation aux États-Unis. Vous savez, il y a environ 3 semaines, le jour des rameaux, célébré dans ce qu'on appelle le christianisme occidental, par opposition à l'orthodoxie orientale. Eh bien, ils ont fermé l'église du Saint-Sépulcre. Cette église existe depuis, voyons, 2000 ans, ou plutôt 1900, construite vers l'an 354 après la mort du Christ. Donc elle date du IVe siècle. Et nous voilà 17 siècles plus tard. 1900 is about 354 AD after the death of Christ. So it's built in the 4th century. So here we are 17 centuries later, and they're attacking that. So it is. Et c'est ça qu'ils attaquent. Donc, au fond du problème, c'est la haine de ces fanatiques sionistes. Ils continuent d'attaquer les chrétiens palestiniens, les musulmans palestiniens. Peu importe, ils s'en prennent de plus en plus aux chrétiens palestiniens. Et Trump laisse faire. Trump lets it happen.